Bernard Olarine, président de Coenov, donc au terme de ce déjeuner-débat de plus de 2 heures, très riche, très documenté, très chiffré, et très débattu aussi, quelle réaction, quelle synthèse à chaud? À chaud, effectivement, la confirmation que ce fut un débat très riche, donc très intéressant, et qui en tout cas confirme complètement le bien fondé de notre positionnement en tant qu'association, c'est-à-dire que d'une part, on ne parle pas assez du gaz qui a un rôle décisif à jouer dans la transition énergétique, que le gaz va apporter une contribution essentielle au développement des énergies renouvelables électriques, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau des utilisations, et que le gaz est lui-même appelé à devenir une énergie renouvelable de plus en plus importante et qui comptera dans le bilan énergétique de la France en 2050. Il y a une vraie convergence entre tous les intervenants. Je crois que tous ont dit à peu près les mêmes choses, en tout cas les mêmes intentions. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est quoi le déclencheur? C'est quoi le booster? Le booster, je crois que c'est de commencer à passer à l'acte. Il y a déjà une problématique manifestement d'information, c'est-à-dire qu'on vit dans des images un peu faciles d'un gaz énergie fossile importé, donc on le met de côté dans la transition énergétique, sans se rendre compte que le gaz est une énergie fossile nettement moins carbonée que les autres et qui présente pas mal d'intérêt en matière de performance, et puis surtout que très rapidement, plus rapidement que ce que l'on pense habituellement, le gaz va devenir lui-même une énergie renouvelable et va donc prendre toute sa place dans le paysage énergétique de demain. Et une énergie renouvelable made in France? Une énergie renouvelable made in France, made in territoire. Ce qui est le plus important au final. C'est extrêmement important dans le contexte d'aujourd'hui. Le potentiel en France pour qu'une part du gaz soit du gaz renouvelable. Et ça correspond également à ce qu'une part du gaz soit du gaz français. Aujourd'hui, 100% du gaz, il est fossile et importé, du gaz consommé en France. Or, on a l'habitude de penser, d'avoir en tête les taux et les mécanismes d'aide aux ENR électriques. On a également en tête les obligations réglementaires de pénétration de biocarburants sur le carburant qu'on utilise à la pompe. Et on n'a pas en tête l'équivalent sur des obligations sur le gaz, d'avoir une part de gaz renouvelable qui peut être du gaz national. Donc avoir un dispositif équivalent peut être tout à fait une feuille de route souhaitable pour la France. Quelque chose qui permettrait de booster plus que de soutenir, parce qu'on a vu que les soutiens et les subventions ne sont pas toujours très efficaces sur le long terme, mais ça pourrait effectivement compenser le côté un petit peu peut-être parent pauvre du gaz parmi les autres énergies. Alors il existe des mécanismes de soutien, notamment pour la méthanisation, qui se complètent selon qu'il s'agit, il y a des tarifs d'injection pour le biogaz. Il y a également des tarifs sur l'électricité qui serait produite à partir de gaz méthanisé. Voilà, donc il y a des mécanismes qui existent, mais une des questions qui peut se poser, c'est est-ce qu'il faut le repenser avec une obligation de pénétration et puis charge à différents moyens d'arbitrer et de concourir entre eux. C'est une question ouverte à l'heure actuelle. Pour l'instant, on est plutôt une logique avec les mécanismes actuels et puis éventuellement des appels à projets territoriaux, notamment visant essentiellement la méthanisation. On a vu avec le pacte électrique breton que la notion de territoire était importante. C'est quelque chose que vous regardez avec attention aussi? Oui, tout à fait. Notamment, il y a des choses qu'il faut regarder de très près quand on fait de la transition énergétique. Par rapport à un système aujourd'hui très centralisé et très descendant, des productions d'énergie très localisées à un seul endroit, le système de demain n'aura pas forcément, que ce soit sur l'électricité ou sur le gaz, n'aura pas forcément exactement les mêmes caractéristiques. On peut avoir des formes d'énergie qui sont particulièrement pertinentes quand elles ont une production locale, quitte à ce que ce ne soit pas forcément les sites les plus rentables, mais à l'inverse, on gagne sur le fait qu'on a moins de transport à effectuer. Le gaz est une solution qui peut permettre, par sa complémentarité, d'apporter des réponses concrètes aux difficultés que peut rencontrer un territoire en matière énergétique. Cette notion de territoire, vous l'avez dit, elle est très importante, c'est-à-dire que c'est vraiment chaque territoire qui doit avoir une solution bien spécifique et adaptée à son maillage, à sa consommation, à ses faits sociétaux finalement. Tout à fait, parce que si on regarde la problématique énergétique au niveau mondial, il n'y a plus de problème. Mais chaque territoire se trouve dans une situation particulière au regard de sa démographie, au regard de son habitat, au regard de ses habitudes de consommation. Et ça nécessite de construire une réponse locale et surtout une réponse construite avec les acteurs du territoire. Et cette réponse, est-ce que les autres territoires sont curieux de la connaître? Est-ce que j'allais dire, vous parlez entre vous, ou est-ce que ça reste aujourd'hui quelque chose de très, très localisé? Alors la Bretagne était très en avance avec le pacte électrique, puisque c'est quelque chose qui a été mené en 2010 sous l'impulsion du préfet de région Michel Cadot
et du président du conseil régional de l'époque, Jean-Yves Le Drian. Aujourd'hui, il existe des schémas régionaux stratégiques qui sont inscrits dans les textes. Je pense en particulier au schéma régional climat, air, énergie, qui permettent en quelque sorte de répondre à ces problématiques. Et je crois que maintenant, la plupart des régions se sont posées ces questions et y ont apporté des réponses propres à leur situation. D'accord, donc vous êtes finalement un précurseur qui peut donner des bons conseils à ses collègues. Tout à fait, on est à disposition, mais bon, il n'y a pas de leçon à donner. Je pense que c'est vraiment une solution à construire par le territoire et par les acteurs du territoire. Et une solution, j'imagine, qui n'est pas figée, c'est-à-dire qu'elle est tout en constante évolution, vous êtes attentif à toutes les nouvelles solutions et nouvelles tendances ? Tout à fait, puisqu'on a un suivi du pacte électrique qui est régulier, toujours au sein de cette conférence bretonne de l'énergie, qui doit vérifier que les hypothèses du pacte se réalisent, mais aussi que le plan d'action qui a été mis en œuvre dans le cadre de ce pacte suit son cours et permet de répondre aux difficultés qui avaient été identifiées. Les conditions de succès, c'est que la transition énergétique, c'est d'abord l'affaire de tout le monde. Ça repose sur le triptyque négawatt, sobriété, efficacité, renouvelable. Mais ça veut dire d'abord remettre en cause notre regard sur la consommation d'énergie, donc sur nos modes de vie. Ça veut dire apprendre à vivre de façon différente par rapport à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire moins forcément consommer ou réduire nos besoins. Ça veut dire les concevoir d'une autre façon. L'avenir de la profession, c'est la chaudière à condensation dans un premier temps, couplée avec des ENR, avec du solaire. Et effectivement, je pense que dans les 15 prochaines années, il y aura de la pile à combustible, mais surtout un couplage du gaz avec des ENR de façon à produire de l'électricité de façon décentralisée. Ce qui renvoie inévitablement à la notion de smart grid, de territoire, de production locale, de consommation locale ? Absolument, et dans ce domaine, le pilotage devient très très important. Vous aurez une révolution technologique sur la façon dont on pilote son installation de chauffage, on le voit actuellement avec les thermostats connectés, et surtout choisir à tout moment l'énergie, gérer la meilleure, la moins polluante, et gérer la plus économe. C'est-à-dire que les chaudières, les chauffe-eau, etc. deviennent eux aussi des objets connectés ? Oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On peut piloter et adapter son système de chauffage aux températures extérieures. Si on peut le faire à distance, est un plus incontestable en termes d'économie et de confort. Donc, sans entrer dans les détails très chiffrés, le gaz, énergie d'avenir, et quelles sont les conditions du succès finalement ? Ah oui, le gaz énergie d'avenir, c'est incontestable. D'abord parce que sa part n'est pas négligeable. À l'échelle mondiale, c'est quand même un peu plus de 20%. En Europe, c'est presque un quart. En France, c'est un peu plus faible pour des raisons historiques. Mais le gaz a des usages, je dirais, dans l'habitat, dans l'industrie et dans la production d'électricité. Alors aujourd'hui, on est dans un contexte qui n'est pas très favorable parce que dans la production d'électricité, il y a des concurrents, notamment en Europe, c'est le charbon. Et puis en France, ça paraît relativement modeste. Mais demain, le gaz, il a un avenir important à la fois chez l'usager industriel et domestique, mais aussi pour la production d'électricité, parce qu'on a besoin d'électricité thermique. Et le gaz renouvelable, là aussi, quelles conditions de succès pour une mise en place durable ? Alors le gaz renouvelable, il a une spécificité, c'est qu'il sera national. Tout le gaz français est importé. Donc à chaque fois qu'on peut développer du méthane, qui est du méthane national, c'est un avantage au niveau de la balance commerciale. Et il y a un potentiel énorme au niveau des collectivités locales, au niveau du gaz qu'on appelle la méthanisation, c'est-à-dire on transforme les déchets urbains, les déchets agricoles, les déchets industriels en méthane. Mais il y a aussi la possibilité de fabriquer du méthane à partir de microalgues ou à partir de bois éventuellement. Et puis on peut très bien aussi utiliser le gaz comme vecteur pour l'électricité renouvelable excédentaire. C'est-à-dire que quand on a trop d'électricité éolienne ou solaire, on ne sait pas la stocker aujourd'hui, eh bien on la transforme en hydrogène et peut-être demain en méthane par le procédé qu'on appelle la méthanation. C'est-à-dire c'est une technique qui permet de transformer en quelque sorte de l'électricité en méthane. Et ça, je dirais, il y a un couplage entre électricité et gaz qui est tout à fait important pour demain. Une dernière question, donc finalement ce sont beaucoup d'opportunités pour plein de start-up françaises pour produire du gaz français ? Ah oui, je pense, notamment au niveau local. Si vous voulez, alors il y a un secteur qui pour l'instant est peut-être pas très étudié, mais qui à mon avis a également une niche qui peut être intéressante, c'est le gaz véhicule. Ça existe déjà dans les collectivités locales, puisque beaucoup de bus fonctionnent au gaz naturel, mais je crois qu'il faut qu'on fasse un effort important aussi au niveau de cette application. Ce qui est important, c'est de regarder le potentiel de création d'emplois, qui en plus sont des emplois nationaux, donc non délocalisables.